Et ben avec tous ces travaux, on n'a quand même pas grand monde. Hein. Bien sache Thomas que nous avons 132 cartes de vie. Sirenman. 132 cartes. Je préférerais qu'on ait 132 clients. Combien pour le tri des Amazonie? Ah, le mal de tête, cette techno berlinoise. Je vais me prendre une petite aspirine. Oui, tu fais bien. Oh. C'est tough. Bonjour à vous et bienvenue dans la vidéo du vendredi, cette petite pastille ludique que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre et l'on vous en remercie très chaleureusement. On va vous présenter les nouveautés très vite parce qu'il y a quand même des trucs très attendus, hein, évidemment. Mais avant, on a une petite actualité et on va faire une petite pause. D'abord, une actualité concours. C'est toujours sympa de gagner des choses. Et donc, on vous propose un concours avec le jeu Skull. Je vais vous passer une petite vidéo qui va arriver juste après. Et je vous retrouve tout de suite après cette vidéo pour vous expliquer comment va fonctionner le concours. Regardez bien ces vidéos avec attention. Ou, si vous avez été piégé, revenez en arrière dans la vidéo. Ça nous fera encore plus de vues. À bientôt. J'espère que vous avez été très attentifs parce que voici la question concernant cette vidéo. Dans la vidéo, donc vous venez de voir, combien avez-vous vu de crânes? Crânes, c'est ces petites choses-là. Et justement, qu'y a-t-il à gagner, Alex? Il y a à gagner un set inédit pour Skull, appelé le Skull Aztec, voilà, qui est uniquement à gagner dans ce concours. Très chouette si vous aimez Skull, il a la classe quand même, ce set Skull Aztec. Nous avons pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais 6 à vous faire gagner. On fait un concours national, on verra ça par la poste. Donc faites les petits commentaires dans la vidéo en mettant combien de crânes vous pensez avoir aperçus. Soyez vigilants. Et on fera un tirage au sort la semaine prochaine dans la vidéo du 8 octobre, du 1er octobre, pardon. 1er octobre, ouais. Avec Alice qui en plus vous fera un petit compte rendu de son Vichy qui s'est extrêmement bien passé. Merci à tous de l'avoir suivi d'ailleurs sur le Instagram. Elle a fait des trucs super et vous avez été nombreux à commenter, à voir en exclu tous ces nouveaux jeux qui vont égayer notre Noël et le mois de novembre. Voilà, le concours, vous n'avez plus qu'à participer et maintenant la vidéo commence, je crois, mais non, il y a une petite actualité que j'ai oubliée, évidemment. L'actualité, c'est quoi? C'est que nous sommes samedi, enfin plutôt Antoine, samedi sera à la place de Munich, placette de Munich, c'est en face de la place des Quinconces, au festival Cannelé d'Adresse, excusez-moi du jeu de mots, où il vous présentera sur des petites tables de jeux, des jeux sortis récemment, d'ambiance pour la plupart, n'est-ce pas Antoine? Tout à fait. Voilà, mais il y aura une belle exclue, il y aura Seven Wonder Architect que vous pourrez jouer sur la placette de Munich, dans ce festival du Cannelé d'Adresse, Seven Wonder Architect, que l'on vous propose de vous présenter à la fin de cette vidéo du vendredi. Donc après le Derrière le comptoir, on se retrouvera dans l'arrière-salle après une partie que l'on aura faite et on vous expliquera le jeu et notre ressenti dessus. Donc Antoine, à toi de faire vivre ce jeu samedi. C'est parti, la vraie vidéo commence avec les vraies nouveautés. On commence de suite. On commence par un truc pour toi, Alex. Et donc c'est pour moi ça. Tu vas parler et puis moi je vais faire un Ah oui, ouais, carrément. Ça c'est pour moi, Marvel Champion, vous le connaissez très bien. C'était attendu. Oui, c'était très attendu. Bah oui, maintenant il y a Thanos qui arrive avec sa campagne. Ici je vous montre du coup ce qu'il y a dans la boîte. Alors vous avez du coup deux nouveaux héros comme dans toutes les campagnes. Là on a Spectrum, on a Adam Warlock. Un magicien. Et là je vois, je vous ai mis Thanos et Loki, il y en a d'autres, des méchants. Ouais. Je vous les montre ici, on les voit un petit peu dans les règles. Oui. Voilà. Et là, on voit les différents méchants qu'on va rencontrer dans la campagne. Donc, je veux bien que tu regardes un petit peu. Voilà. À chaque fois, les campagnes, c'est toujours des petites bandes dessinées en fait qui vont scénariser à chaque fois les différents personnages que vous allez rencontrer. Bande dessinée. Et à chaque fois, il y a des petites règles particulières pour chaque scénario. C'est hyper bien. La petit placement particulier. La nouveauté notamment sur Warlock. C'est un peu comme Gamora, c'est qu'il va avoir plusieurs affinités, donc assez puissant et assez polyvalent.
Et pour Spectrum, en fait, elle a des cartes d'amélioration qui lui permettent de changer de forme. Et en fonction de sa forme, elle est plus agressive, elle gère la manigance ou elle a plus de défense. Voilà, j'ai hyper hâte de combattre Loki. Parce que j'avoue que c'est un méchant que j'aime beaucoup. Je suis sûr que Loki a hyper hâte de combattre aussi. Voilà, ça c'est juste pour vous teaser un petit peu Thanos. Donc, ah oui, c'est très attendu. Hein. L'ombre Thanos, le titan fou. L'ombre du titan fou. Ça j'ai trop hâte. Ouais, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Et donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Alex? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du jeu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelle belle transition. Ouais, n'est-ce pas, hein, j'ai hyper bossé. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un jeu. Alors attention, vous allez retrouver un petit peu un humour décalé. 34-38% d'absurde, 34,2% d'insolite, 31-24% de culture, 0,6% de fromage berbère. Ça vous fait penser à quoi, ça, un petit peu? Cet humour comme ça, un peu moi, décalé. Moi, ça fait penser à TTMC. Exactement, Alex. C'est un des créateurs de TTMC, qui a sorti un petit jeu de questions, on va dire plus compact que TTMC, mais toujours avec ce côté complètement délire. Et cette fois-ci, on a un dé avec plusieurs faces qui ramènent à plusieurs thèmes, des paquets de cartes correspondant à ces thèmes. Et les thèmes sont très rigolos. Alors, je voulais passer un peu en revue rapidement. On jette le dé, on répond à la question, mais les thèmes sont différents. Tu penses qu'il y a plus de, ça c'est la face orange. Par exemple, tu penses qu'il y a plus de centimètres sur un écran Samsung ou sur une jambe d'Adriana Carambeu. Voilà, on retrouve l'humour TTMC. Il y a c'est quoi ça ? Une liaison convalente. Okay. C'est le titre d'un épisode de Nestor Burma. Enfin, il y a plein d'humour comme ça. Bien sûr. Qui a été Prums ? Moi, je trouve ça rigolo. Qui était Prums ? Qui est le né en premier ? L'insipide Brad Pitt ou l'irrésistible Bernard Cazeneuve, évidemment. C'est fou ou non ? Ça, c'est un peu le côté, improbable qu'il y avait dans TTMC. Tu penses qu'il a existé un enfant élevé par des faucons ou pèlerin retrouvé en 76 lors d'une promenade, ou qu'un coq a vécu sans tête pendant 18 mois. Et maintenant, c'est qui quoi déjà, pour faire appel à votre culture. C'est quoi ce mot, Pont-à-Mousson ? Est-ce que vous l'avez, quand l'avez-vous croisé, pardon, ouais. Et voilà, pouvez-vous nous l'expliquer ? Voilà, c'est drôle. On retrouve ce côté humour un petit peu impertinent, très documenté quand même, parce qu'on prend des choses tout en se poilant. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, c'est une version comme ça bien compacte et qui va retrouver l'humour du TTMC. Yes. À toute vitesse, on va passer à toute vitesse dessus, non, je rigole. À toute vitesse, alors on pense que c'est un peu un jeu à jouer avec des enfants, un peu à la BioViva, puisqu'on va comparer des vitesses. Cette fois-ci, c'est un peu un timeline avec la vitesse. D'ailleurs, ils ont appelé ça la speedline. Vous allez tirer des cartes et vous allez passer votre carte sur la speedline en devinant est-ce que c'est la tortue qui va plus vite que le hérisson, ou est-ce que c'est l'hérisson qui va plus vite que la tortue. Et par rapport à une grue, et par rapport à une balle de tennis à toute vitesse. Voilà, c'est rigolo, on apprend des trucs, ça se prend pas la tête. Si on aime timeline, si on aime ces petits jeux qui finissent par être coopératifs, parce que souvent ce on s'aperçoit dans ces jeux-là, c'est que on cède. Tu vois, si t'as déjà joué à timeline, tu sais que à un moment, attends, ça tu devrais le mettre là et tout ça. Et puis finalement, ça devient un jeu de bonne ambiance. Je suppose que la durée de partie est très courte. À toute vitesse, voilà, c'est ça. Allez, arrêtez plus rapide que. Bon. Et c'est parti de ce côté-ci, parce qu'on a parlé de l'ombre du titan fou, évidemment, qui est très attendu, mais il est un autre jeu que vous piaffiez d'impatience d'acheter, et de voir aussi. Certains étaient curieux. Il y en a qui rentrent dans la boutique pour dire est-ce qu'il est vraiment si bien que ça, le Trek 12. Alors, vous avez fait un super taf au mois d'août, donc j'invite ceux qui sont très curieux pour le détail de Trek 12. Je crois que c'est toi qui l'avais. Non, c'était Antoine et moi. Voilà, c'est vous deux qui l'avez très très bien expliqué. Voilà, donc dans le détail, moi je vais juste repartir sur qu'est-ce que c'est que Trek 12. Trek 12, c'est un roll and write, c'est la famille un peu de ce qui succède au Yams. Vous allez voir, c'est bien plus passionnant que le Yams. La particularité de Trek 12, c'est qu'on a deux dés, un dé qui va de 0 à 5, un autre qui va de 1 à 6, qu'on va jeter les deux, et que maintenant on va faire une opération sur ces deux dés selon la petite grille qui est devant nous. Chaque opération ne pourra être faite que 4 fois, donc à vous de jauger de moment où vous allez prendre le dé le plus bas, le dé le plus haut, la soustraction des deux, l'addition des deux, la multiplication des deux sans jamais atteindre 12. La particularité donc de Trek 12 Amazonie, c'est que c'est très narratif quand même. On sent qu'il y a un pas qui a été franchi dans la narration. On a quelque chose qui va grandement évoluer avec des stickers qu'on va coller dans le livret de règles, donc ça on aime bien. On a plus de choix, plus de dilemmes, puisqu'il y a l'observation qui est une nouvelle action avec des dessins magnifiques faits par donc le dessinateur de Codex Naturalis. J'ai oublié son nom, qui m'excuse, et j'ai pas des bons yeux, donc je n'arrive pas à le lire. Si t'arrives à le filmer plus tard, les gens le verront. Voilà. Et donc on va tirer au hasard des animaux. Chaque animal a sa particularité de point de victoire selon le nombre de fois où on l'a rencontré. On va les tirer au hasard, on va leur attribuer un numéro. Par exemple, on va dire que voilà, ce truc-là dont j'ignore le nom, c'est un 2. C'est un singe à moustache. L'espèce de toucan, c'est un 3. Et ce Wistiti, c'est un 6. Donc à chaque fois que j'écrirai un 2, un 3 ou un 6, je mettrai ici une petite coche
qui me fera gagner des points à la fin de la partie en fonction du nombre de coches que j'aurai fait. Alors là, ceux-là ils se ressemblent un petit peu, mais on voit que il y en a, par exemple celui-là, la grenouille. Bon, c'est pas top de voir une grenouille, pas top de voir 2 grenouilles, pas top de voir 3 grenouilles, mais 4 grenouilles, là ça devient vraiment intéressant. Et bim, 10 points, et 5 c'est incroyable, 15 et 6, bim, 20 points. Donc on va avoir ce dilemme aussi, puisqu'avant on faisait des cordées, donc là c'est la même chose, c'est les chemins, donc on va essayer de faire des lignes de chiffres qui se suivent. Mais maintenant on a aussi ce dilemme, ce chiffre, est-ce que je l'utilise pour ça, ou parce que c'est moins logique d'utiliser mon 3, mais au moins je vois pour la 4e fois un toucan et je marque 8 points. Ouais, en fait on essaie de faire une pierre deux coups, quoi. Ouais, exactement, on va avoir donc ce dilemme. Et également tu peux faire les chiffres tous identiques, comme un peu l'anciennement cartographie. Oui. Et également maintenant il va y avoir les pirogues. Les pirogues, voilà, c'est quand vous voulez traverser ce côté-là, vous allez devoir mettre un chiffre à l'aide de l'opération liée à la pirogue. Voilà. Et évidemment, vous avez des enveloppes, la 1 et la 2, qu'il faut ouvrir dans l'ordre, et évidemment, vous avez une grosse boîte avec plein de choses, et quiconque l'a déjà fait comme vous, sait que ça va vraiment énormément évoluer. Il va se passer plein de choses, vous allez vous enfoncer dans l'Amazonie. Bref, voilà, est-ce que c'est mieux ? C'est différent en tout cas. Vous pouvez vous en faire une idée samedi. Oui, c'est ça qu'il fallait rebondir, et tu as tout fait raison. Oui. On saura au magasin avec une démo de Trek 12 jouable pour quiconque le voudra. Vous aurez la petite table là dans le magasin, vous pourrez vous poser et jouer à Trek 12 Amazonie. Et en plus, on vous propose de gagner une boîte pour tous ceux qui auront fait l'effort de venir au magasin. Il vous suffit en fait de jouer votre partie, et ensuite votre feuille de score, vous notez votre nom et votre téléphone et vous nous la remettez donc pour marquer l'histoire de Trek 12 Amazonie. Nous, on va plier tout ça, on fera un tirage au sort, et c'est pas forcément le plus gros score qui emportera, c'est le nom qui aura été tiré au sort, et cette personne gagnera une boîte de Trek 12 Amazonie, voilà, gracieusement offert par les Lumberjack. Trek 12 Amazonie. Non, je suis tout seul. Et je sais, justement. Amazonie. À toi. Salut YouTube, salut les copains. La semaine dernière, je vous avais dit que j'allais vous parler de For the Story, la 3e boîte. Et bien la voici, la voilà, c'est Rituel. Alors, je récapitule quand même pour ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce que For the Story ? Eh bien, c'est cette petite gamme de jeux dans lesquels on va raconter des histoires tous ensemble. Ce sont des jeux de narration avant tout. Même s'il y a un but suivant les boîtes, eh bien dans Rituel, le but, vous le devinez, on va accomplir un rituel plutôt maléfique. On ne joue pas spécialement des gentils, il y a vraiment un côté horreur dans ce jeu-là, à jouer entre adultes avertis, vraiment. Alors, comment ça fonctionne, Rituel ? Eh bien, tout d'abord, on va choisir notre contexte. Le contexte, c'est par ici. Vous voyez, il y en a plein. On peut en choisir un vraiment au choix, ou parmi une sélection, ou au hasard. Donc, par exemple, j'en ai sorti 2. Contexte États-Unis d'Amérique, de nos jours Louisiane, l'état du vaudou, très prometteur comme contexte, ou alors Paris 1920, les années folles, pourquoi pas. Hop là, on va prendre Paris 1920, les années folles, admettons. Oui. On va choisir un rituel, à nouveau il y en a plein, et bien là j'en ai choisi 2 rapidement. Premier rituel, si nous parvenons à l'accomplir, nous ferons éclore l'œuf que nous avons chèrement acquis et sur lequel nous veillons religieusement. On ne sait pas ce que c'est mystérieux, mais voilà, justement c'est pour laisser place à l'imagination. Ou plus simplement, si nous parvenons à accomplir le rituel, nous invoquerons et asservirons une créature surnaturelle. On va faire simple, on va faire très simple. Donc 1920, Paris, créature surnaturelle. On a un paquet acte 1 qu'on va mettre sur le paquet acte 2, qu'on va mettre sur le rituel final, et clac, on a notre paquet pour jouer. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les cartes, vous pouvez en mettre moins si vous voulez faire une partie plus courte. Là, il y a plus ou moins 1 heure de jeu, si on parle là-dessus, ça dépend du nombre de joueurs. Ok. Comme dans tous les For the Story, on va tirer une carte, la carte va nous poser une question, on va y répondre en essayant de donner un maximum de détails, et puis les autres joueurs vont pouvoir nous poser des questions, discuter avec nous vis-à-vis de la réponse que l'on a faite. On a le petit symbole ici qui nous rappelle que il faut discuter entre nous, c'est ce qui fait l'essence du jeu. Oui. Voilà, donc quelle expérience t'a ouvert les yeux sur l'existence d'entités surnaturelles comme celle que ton culte vénère. Je ne sais pas du tout, j'ai pas l'idée. En plus, il faut être nombreux pour se lancer là-dessus, donc on va pas le faire maintenant. Oui. Mais voici l'idée, je pose la carte, j'y réponds. Les autres vont me poser des questions, puis ça va être au tour du joueur suivant qui va faire la même chose, et ainsi de suite. Donc il va y avoir une histoire qui va se forger vis-à-vis du contexte et de notre objectif, jusqu'au moment où on va tomber sur le rituel final. Et là, ça va être très spécial, puisque dans cette boîte, vous allez avoir des cartes de choix final. Vous avez chacun loyauté ou trahison vis-à-vis de votre culte. Okay. Vous allez voter secrètement. On va révéler, et loyauté, s'il y a une majorité de loyauté, le rituel est effectué, et donc il va se passer des choses terribles sur Terre à cause de nous, mais nous ça va nous rapporter quelque chose. Par contre, ceux qui n'ont pas fait loyauté, s'ils ne sont pas dans la majorité, il va leur arriver quelque chose d'horrible, ils vont raconter quoi, ou on va raconter quoi. Inversement, on peut faire
échouer le rituel si nous sommes en majorité de trahison. Et puis là, on va aussi raconter ce qui va arriver à ceux qui étaient fidèles au rituel et qui se retrouvent dans une position que je n'aimerais pas avoir à rencontrer. Voilà, tout est expliqué dans une petite enveloppe dernier acte. Comme vous pouvez le voir, cette boîte est beaucoup plus complète que Donjons et Siphons. Et pour l'arène, peut-être un peu moins fun, un peu plus lourde dans son thème, mais ça donne vraiment envie, même si, comme je l'ai dit juste avant, public averti. Oui, ça donne envie d'avoir toute la gamme en fait. En parlant de toute la gamme, hop là, dans cette boîte, il y a un personnage supplémentaire pour Donjons et Siphons, mais c'est forcément le cultiste. Et voilà, la boucle est bouclée. Hop. En continuant de parler de grands méchants vilains, ça va se passer par ici. Oui. Je vais vous présenter Sombre Royaume de Valeria. Alors, Sombre Royaume de Valeria, c'est le 3e de la gamme, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu Valeria, il y avait eu Margrave de Valeria. Ben voilà, les Sombres Royaumes sont là. Dans les Sombres Royaumes, nous allons incarner des hordes de créatures des ténèbres, des gargouilles, des orques, des gnolls et autres trucs qui veulent faire du mal aux gens gentils. J'ai mon petit plateau comme ceci, donc admettons là j'ai le plateau des gargouilles. Et le but du jeu, ça va être d'aller récupérer ces cartes là sur le côté et les exécuter. Ce sont des missions en fait. Il faudra exécuter ces missions pour faire des points tout simplement, puis dès lors qu'un joueur aura fait 7 missions, on terminera le tour en cours, ce sera la fin de la partie. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Comme je vous l'ai dit, j'ai mon plateau individuel où je vais avoir des différentes ressources. J'ai la magie, j'ai l'or et puis j'ai la réputation. Je vous explique tout ça rapidement juste après. J'ai mon petit meeple que je vais pouvoir poser à mon tour sur l'un des 5 lieux du plateau central. Sur les 5 lieux, il y a des dés qui ont été jetés au préalable et ça va me permettre de récupérer un dé parce qu'en fait ces dés vont me servir à faire les missions. Ces dés, lorsque je les récupère, en tout cas lorsque je récupère un dé, je ne vais pas changer sa face. Donc si je prends un dé de valeur 4, il restera sur sa valeur 4. Je le mets sur mon plateau. Attention, au début je n'ai que 3 d'emplacements, il faudra débloquer des emplacements supplémentaires plus tard. Attention, évidemment je prends pas juste un dé, il y a 5 lieux, donc forcément il y a 5 effets différents. Par exemple ici je vais prendre une petite gemme qui va me permettre de retourner mon dé. Donc si je prends un dé 1, il devient un dé de valeur 6, ça peut être pas mal. Ici je vais pouvoir gagner de la magie et je vais pouvoir aussi remplir des objectifs. Ici, je vais pouvoir recruter des personnages qui vont me coûter de l'or, donc, et qui vont me donner des bonus, alors soit des effets, soit des points bruts. Il y a plein de choses différentes. Ici, je vais gagner de l'or, tout simplement. Plus je prendrai un dé de valeur faible et plus j'aurai de l'or, ça fonctionne à peu près tout le temps comme ça dans les royaumes de Valeria. Si vous prenez un gros dé, vous profiterez d'un effet moins sympa. Et pour terminer ici, je vais récupérer un dé et puis là, je pourrai lancer justement une mission. Alors cette mission, je la réserve, je la paye en or, je la mets sur mon plateau et plus tard je pourrais déplacer mon meeple sur mon plateau pour activer cette mission. Chaque mission demande des dés, donc par exemple ici il faut un dé gris et un dé noir. Si j'ai un dé gris et un dé noir, je vais pouvoir faire cette mission. Elle va me rapporter des points selon la valeur de mes dés. Plus mes dés sont élevés et plus ça pourra me faire gagner des points. Et puis ensuite elle me permettra d'améliorer mon plateau, donc je retirerai un des petits marqueurs qui me bloquent un emplacement de mon plateau. Je pourrais augmenter soit la valeur de mon or, soit je pourrais stocker plus de gemmes, soit je pourrais stocker plus de dés. Et ce petit jeton que j'enlève de mon plateau, je le mettrai sur mon plateau de campagne. Et ici, j'ai des objectifs à réaliser. Enfin, je vais me placer de manière à obtenir des bonus ou des points selon ce qui m'arrange. Voilà en gros pour les Sombres Royaumes de Valeria. Ça a l'air hyper complet. C'est complet et en même temps, à votre tour, vous déplacez votre meeple sur l'un des 6 lieux disponibles parce que vous avez votre propre plateau évidemment et vous résolvez. Donc c'est aussi simple que ça dans sa mécanique. J'ai lu les règles cet après-midi, ça m'a donné très envie et j'espère que je vous ai transmis cette envie-là. Moi, en tout cas, je suis hyper hypé. On va peut-être se faire ça prochainement. Complètement. Voilà pour les royaumes de Valeria. Professionnalisme de présentation. Merci beaucoup. Valeria, vraiment. Et je passe le relais. Alors c'est un petit relais parce que je vais vous présenter pour la 3e fois Red Rising. Évidemment on a eu une boîte il y a très longtemps que Matago nous avait très gentiment prêté, la seule boîte française, c'était il y a bien longtemps. Ensuite on a été partenaire de la sortie de Red Rising, donc on le vendait en exclusivité jusqu'à aujourd'hui, où Red Rising est maintenant disponible pour tout le monde et vous pouvez le trouver absolument partout. Et ce jeu, je vais pas vous le réexpliquer, juste vous dire que si vous aimez les jeux de combo, c'est un jeu d'optimisation de main de cartes. Vous allez avoir 5 cartes et vous allez essayer de créer la meilleure main de 5 cartes en échangeant des cartes avec un marché, en déclenchant des pouvoirs de vos cartes. Donc vos cartes, peut-être vous allez les sacrifier pour leur pouvoir, peut-être pour récupérer des cartes qui vous intéressent plus, qui combinent entre elles, mais peut-être des fois vous allez récupérer des cartes que vous aviez posées précédemment dans l'optique justement de les récupérer. Mais peut-être que quelqu'un va vous la récupérer avant. Il y a tout ça de cartes, elles sont quasiment toutes différentes. Pour ceux qui ont des craintes sur
la faisabilité de réaliser toutes ces combos, quand même Jamie Stigmeyer a eu l'intelligence de mettre des factions un peu particulières qui copient n'importe quel nom ou n'importe quelle couleur. C'est-à-dire que voilà, il faut pas oublier que si vous avez une carte qui dit j'ai ça si j'ai tel personnage, si j'ai Dancer par exemple, même si vous n'avez pas Dancer, vous pouvez avoir une carte qui copie Dancer. Ça évite de bloquer les combos, donc c'est pas du tout un jeu buggé, bloqué ou quoi que ce soit. Juste une petite précision de la part de l'auteur que j'ai lu il y a pas longtemps. Il a rajouté une règle qui dit que lorsque vous devez vous défausser d'une carte, si tu as déjà joué, quand tu as que 5 cartes et que tu dois te défausser d'une carte, tu n'as plus que 4 cartes, c'est quand même très très méchant. Donc c'est interdit. Maintenant tu ne peux faire défausser des cartes à un joueur que s'il a plus de 5 cartes. Il est interdit de descendre en dessous de 5 cartes. Sans ça, combiné qu'avec 4 cartes, ça devient très très dur de ça devient très compliqué. Ah voilà, il y a un petit côté les pouvoirs du plateau qui vont vous faire avancer sur cette piste-là, un système de majorité à l'institut, un système de combo de pouvoir avec votre faction liée à Luna, un système de points de victoire sec avec l'hélium. L'hélium. Merci Alice. Avec l'hélium évidemment. Voilà, donc c'est un jeu très plaisant. Ça plaît pas à tout le monde évidemment. Le jeu a buzzé. Il y a des gens qui s'y sont pas retrouvés. Mais si vous aimez vraiment les jeux de combo, limite un peu Res Arcana, tous ces trucs-là, que vous aimez faire combiner, être fier de vous, de supprimer des cartes, etc. et faire la meilleure main de cartes dans un côté très minimaliste, puisque 5, 6, 7 cartes maximum, foncez. Red Rising c'est super bien. Et en plus, ça donne envie de lire les 3 bouquins que personnellement j'ai lu, que Alice a lu, que plein de gens ont lu. Donc je pense que Mola, ils doivent se demander, c'est le libraire qui est au-dessus de chez nous, il doit se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tous ces gens achètent le bouquin Red Rising, mais c'est fortement mérité parce que cette littérature est super agréable à lire et en plus c'est très très réussi. Voilà, Red Rising c'est fini, c'était donc disponible partout. Du coup je suis pas un peu perdu, non, je vais directement au jeu. Oui, complètement. Voilà, pour vous parler de Clem 2. Donc s'il y a Clem 2, c'est qu'un Clem 1. Je vous cache pas que le Clem 1 est un peu passé inaperçu, même si Scott Helms n'est pas un inconnu, puisque c'est le créateur de la saga des pillards de la mer du Nord, peut-être même des sombres royaumes de Valyria, je ne sais plus si c'est même, en tout cas c'est le même illustrateur, on retrouve ces illustrations-là. Clem 2, c'est un jeu A2 de pli, qui est rigolo, puisque en fait il va se jouer en 2 manches. Vous avez 52 cartes, vous allez diviser votre paquet en 2 fois 26 cartes, vous allez prendre chacun 13 cartes et vous allez jouer des plis, un peu classique, c'est-à-dire je joue une couleur, tu es obligé de jouer avec la même couleur. Cela dit, il y aura des petits pouvoirs que je vais vous expliquer rapidement, mais quel va être l'enjeu de ces plis? C'est de récupérer ces fameuses autres 26 cartes. On va montrer une carte, le gagnant du pli prendra cette carte-là et le perdant prendra la carte du dessus du paquet. Alors des fois, t'as pas toujours envie d'être le gagnant du pli, parce que tu vois que tu as un dragon 3, pas terrible, tu as peut-être plus de chances de choper quelque chose de face cachée, donc tu vas peut-être essayer de perdre le pli. Ensuite, une fois que chacun aura gagné ses 13 cartes, on va reprendre ces 13 cartes et on va rejouer une nouvelle manche avec ces fameuses 13 cartes qu'on aura gagnées, pour cette fois gagner des majorités sur les peuples. Assez classique, Je vais jouer un 3 dragons, tu vas jouer un 2 dragons, du coup j'aurai 2 cartes dragons, il y a 5 peuples, donc c'est pas divisé par 2, ça veut dire que l'un de nous aura la majorité sur 3 peuples et l'autre sur 2, et c'est celui-là qui aura gagné. Les petits pouvoirs, le dragon, en fait, il permet de rejouer le pli, même si j'ai perdu le pli. Voilà. Le sage, il permet de choisir une carte, la carte face cachée, d'aller la voir avant, en fait, de la regarder, et si elle me plaît plus, de la prendre, et du coup mon adversaire prendra la carte face visible. Les autres arrivent dans la deuxième manche, ils sont rigolos. Les gnomes, ils sont très nombreux et assez puissants, mais vous ne les marquez pas tant que la fin de la partie n'a pas été sonnée, et ils peuvent se faire écraser par des géants. Voilà. Si vous gagnez un pli avec un géant 7 et qu'il y a un gnome 7 chez votre adversaire, boum, vous lui écrasez son gnome. Ceux-là, ils sont rigolos aussi. Si vous en gagnez un, tout va bien. Si vous en gagnez plusieurs, alors l'excédent va être mis en jeu pour le prochain pli. Voilà, c'est super agréable, Clem, si on aime les petits jeux rapides, dynamiques, jeux de plis, portés par un petit thème de tribu. Je vais me retourner, oui. Et oui, exactement, puisque voici Unfold Dark Story. Alors si ce côté, un peu cette image vous rappelle quelque chose, c'est peut-être que vous avez joué à ce jeu qui s'appelait Escape from the Asylum. Exactement. Où voilà, vous essayez de vous évader d'un asile, traduit en français. Cette fois-ci, vous avez été capturé par la police, vous êtes au commissariat, et c'est un jeu très original parce que c'est un jeu un peu comme les livres pop-up. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, souvent avec les enfants, il y a ces jeux qui se déplient comme ça, ces livres pardon, qui se déplient au fur et à mesure. Et là, les créateurs donc de Escape from the Asylum ont eu cette idée d'utiliser un livre pop-up pour faire une escape. Voilà. Donc en gros, on va ouvrir son livre pop-up, on va voir le plan du rez-de-chaussée du commissariat. Ici, c'est le système pour avoir des solutions. Ici, c'est le système pour avoir des indices. Je vais pas vous spoiler. Ici, on commence, on lit, il y a de la lecture. On va retrouver des objets qu'on va ouvrir comme ça. Donc, oui, tac, voilà, des clés qui vont servir à résoudre une énigme qui se passe ici. Si j'y arrive, je vais peut-être voir ça. Enfin, je vais pas vous spoiler. Ça se déplie, ça se déplie, ça se déplie. Il se passe plein de choses. C'est transportable, c'est petit. Les gens qui aiment les escapes, c'est comme tout.
vous avez joué à Unlock, vous avez joué à toutes ces escapes, vous êtes en recherche de nouvelles sensations, Unfold amène une petite nouvelle sensation dans le milieu de l'escape game. Voilà. Ok. Il est temps de passer la main à Alice, puisque maintenant elle a trouvé une passion pour les jeux pour les enfants à Vichy. Et la voilà, qui va plus tard vous parler des jeux qui lui ont énormément plu, mais qui va vous parler des jeux sortis cette semaine. Et en enfant, là, on est bien gâtés. Je te laisse la main. Coucou! Viens. J'arrive. Viens chez les enfants, dans mon monde. Voici une nouveauté Smart que j'ai eu la chance de voir à Vichy. Alors, Gémologique. Alors, dans la gamme de Smart, vous allez voir un petit détail assez impressionnant, assez surprenant. 10 ans. C'est assez rare hein, dans les Smart, généralement c'est quand même vrai, pour allez, 8 ans, je dirais, au grand max. Ouais. Et bien non, là c'est 10 ans et c'est pas pour rien, c'est un vrai casse-tête. Bon, comme toute la gamme, hein, c'est un casse-tête, mais là vous allez avoir ce petit coffret avec plein de gemmes de différentes couleurs et de formes. Est-ce que tu peux juste avant relever pour éviter les reflets? Nickel, merci. Voilà, je le tiens contre moi, ça ne bougera plus, c'est parfait. C'est très bien. Parfait. Donc vous allez avoir plein de gemmes de différentes couleurs, mais aussi de formes. Je sais pas si vous le voyez, il y en a des un peu plus triangulaires, il y en a des rondes, il y en a des carrés. Okay. Voilà. Donc déjà le petit point cool, c'est que tout rentre dans cette boîte. Vous voyez, vous avez le fermoir, vous le rentrez et c'est bisous, c'est super bien rangé. Donc du coup, comme dans tous les Smart, vous allez avoir un livret de challenge qui vont vous faire. Alors là, c'est un challenge niveau 23, donc c'est un peu difficile. On va plutôt aller sur voilà, sur l'exemple ici. En fait, vous allez avoir une mise en place imposée. Donc là, ils vous disent de mettre ici un rouge carré et là un rouge rond. Okay. Et il va falloir que ici, vous rentriez un rouge. On ne sait pas lequel. Voilà. Et du coup, vous allez essayer de rentrer les gemmes. Ça va faire un peu comme un sudoku en fait. Okay. Avec, vous voyez là, ils vont vous imposer aussi d'autres choses à rentrer. Exactement de cette forme et de cette couleur. Ouais, un sudoku à contrainte quoi. Ah ouais. Okay. Et il est vraiment, moi j'ai fait le niveau 1, mon cerveau il fumait. Bon après je suis très nulle pour ce genre de choses. Et imaginez du coup vous avez quand même, comme d'habitude, normalement vous avez 60 défis. Voilà. Ouais. Voilà. Ça c'était Gémologique. Un autre Smart. Beaucoup plus mignon quand même, hein, faut pas, voilà, le surprise dans le potager à partir de 4 ans. Là, on retrouve déjà notre tranche d'âge habituelle. Voici, nous allons incarner des magnifiques petits lapins, ils sont trop mignons. Voilà, vous avez 4 couleurs pour 4 joueurs maximum. Chacun va choisir son petit lapin et chacun va récupérer un petit plateau comme ceci. C'est une sorte de contrat en fait. Ouais, c'est le premier à avoir retrouvé un exemplaire de chacun de ces légumes qui aura gagné. Et donc, comment on va faire ça? Eh bien, on va aller creuser sous les petites feuilles qui sont ici. Ça va être une sorte de taquin, de jeu du taquin, mélangé à un memory. Okay. Donc, en mise en place, on va mettre des petits légumes sous chacune des tuiles au hasard et on en enlève une pour pouvoir faire un taquin. Bien sûr. Hop, à votre tour, vous mettez sur une des tuiles qui peut être déplacée, on va dire celle-ci, et hop, je pousse. Oh, j'ai découvert un truc. Alors, mon exemple était nul, mais voilà. Hop. Oui, normalement, il y a quelque chose dedans, évidemment. Voilà. Hop, j'ai découvert ça. Ah, c'est un radis. Est-ce que j'en ai un là sur mon plateau? Non. Ah, ça tombe bien. C'est bon, je l'ai pour moi. Prochain joueur, il se déplacera, toujours avec le principe du taquin, et hop, il pousse. Alors, lui, il révèle une carotte. Oh! Il a déjà une carotte sur son plateau. Et ben, il le remet en place. Voilà. Et donc, c'est là où vient le memory. Les autres vont se souvenir que ici il y avait une carotte ou pas. Oui. Moi je suis très nulle en mémoire, mais vous savez bien que les enfants ils nous démontent. Voilà, ça c'est le jeu de base. Après il y a 2 modules que vous pouvez rajouter. C'est ici vous voyez il y a une petite taupe. La taupe quand vous la découvrez, pas pour la première fois, mais si à un moment vous la redécouvrez, vous avez le droit de voler un légume à quelqu'un d'autre. Et il y a normalement une souris quelque part, je ne sais plus où elle est. D'accord. Hop, elle est là. Celle-là, quand vous la découvrez pour une deuxième fois, vous pouvez pas, vous faites manger le dernier légume que vous avez gagné. Ça, c'est pas sympa. Elle vous le mange à votre place. Très chafouin. Et oui, voilà. C'était surprise dans le potager. Je pense que sur mon écran, on voit très bien sur la droite un jeu très attendu. Unlock Kids, histoire de détective. Alors, on l'attendait beaucoup, cet escape game des Unlock, mais pour les enfants à partir de 6 ans. Voilà, c'est les Space Cow, et non pas Cowboy qui le font, leur gamme pour enfants. Vous avez dedans 3 scénarios, et dont chacun est constitué de 2 parties d'histoire. Ici, on a le tutoriel. La grande différence avec les autres Unlock, c'est qu'il n'y a pas d'application. Voilà, ça se fait sans application. C'est bien ça. Les tutoriels le tutoriel va être très bien fait. Comme d'habitude, vous allez avoir un petit texte explicatif qui vous donne l'ambiance et où vous êtes, etc. Un plan où ça vous dit quelle carte retourner. Hop, donc la 11, la 3, la 2. Hop, on fait attention.
vous voyez sur ce plan, on nous dit vous les collez le 2 et 3 ensemble. Vous en faites pas, c'est parfaitement expliqué. Hop, et la 8 par exemple. Oh, la 8, qu'est-ce que c'est la 8 ? Je la trouve pas en carte, c'est normal, c'est un petit morceau. Ça, c'est totalement nouveau. Il y a des petits objets. Exactement. Donc, comme d'habitude, hop, vous retournez les cartes indiquées. Et dessus, vous aurez des chiffres qui vous permettront de révéler de nouvelles cartes. Vous allez avoir aussi des chiffres cachés, comme ici. Je sais pas si vous voyez le chiffre. On ne le dit pas, mais découvrez-le tout seul. Et, grande nouveauté, vous allez avoir ces petits sigles, vous voyez, qui ont l'air d'être à moitié là. Et comment ils s'utilisent ? Eh bien, vous voyez, avec ces petits objets qui ont aussi des moitiés de dessin. D'accord. Donc du coup, par exemple, vous avez un cadenas ici. Comment l'ouvrir ? Je vais essayer avec la clé. Je la mets comme ceci, on va essayer. Ah, j'ai une table des symboles. Ah, ça ressemble à celui-là, ouais. Ouais, ça ressemble un peu quand même à celui-là, au 9. Et bien alors, je vais révéler la carte 9. Et c'est comme ça qu'on va révéler des nouveaux objets et des nouvelles cartes. Attention, tout n'est pas agençable ensemble. Hein, voilà, essayez d'ouvrir la fenêtre avec la clé. Vous verrez. Oui. Donc voilà, on a 3 univers. On a un univers en Écosse, dans les vieux châteaux. On a une enquête dans un poulailler. Et on a une aventure dans un super parc d'attractions. Trop cool. Voilà, le nouvel unlock. On continue toujours chez les enfants. Toujours chez les enfants. Avec pas vraiment une nouveauté, une sorte de réédition. Il y a une passation. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais avant, la boîte de ce jeu était ronde et un peu étrange. Oui. Voilà, c'était original, mais pas ouf arrangé, même pour nous et sûrement chez vous. Donc voilà, maintenant elle est dans un format homologué. La chasse aux gigamonstres, qui était ce jeu de mémoire vachement bien plus intéressant que juste un memory. Moi je le faisais énormément jouer en animation à la maternelle même. Voilà. Cool. C'est du coup, vous devez être le premier à réunir 3 gigamonstres. Donc il y en a de plein d'éléments élémentaires différents. Le premier à en avoir 3 a gagné le concours en gros des magiciens. Et pour ça, vous allez récupérer des mini-mons qui sont les mini-E qui sont là-dedans. Hop, comme memory, hein, vous en retournez 2. Si vous avez une paire, vous les gagnez et ça va vous donner des gigamonstres. La grande différence, c'est que quand vous faites une paire, en fonction de, je sais pas si vous avez fait une paire de feu, le feu a un pouvoir, ça vous permet de brûler une carte à l'autre, donc la détruire. Il y a plein de petits pouvoirs en fonction des paires que vous faites et c'est pour ça que ça devient un memory vachement intéressant. Ça a l'air trop cool. Ouais, c'est vraiment mon memory favori. Voilà, et je laisse. Très sympa, ce gigamon. J'ai beaucoup envie d'y jouer avec ma petite fille, avec laquelle je joue beaucoup à l'escalier hanté ces derniers temps, puisque l'escalier hanté était en rupture depuis longtemps, et c'était pas bien du tout, parce que c'est un jeu vraiment super malin, qui avant était dans une grosse boîte assez chère, et qui maintenant a été dans une petite boîte, voilà, que vous avez pour 15 €. Donc c'est vraiment très accessible. Un jeu de course. Alors quiconque a déjà joué avec un enfant au rallye des vers de terre sait que les enfants ils adorent les jeux de course. Oui. Et là c'est un jeu de course très malin, puisque c'est un jeu de course où les enfants justement vont devoir monter les marches de l'escalier pour aller dire bonjour au fantôme qui est ici. On jette un dé, on applique le résultat du dé. Là où ça devient malin, c'est qu'il y a une face fantôme, et quand celle-ci apparaît, vous avez le droit de transformer un autre enfant, vous y compris, en fantôme. Ce faisant, on ne saura plus quelle est la couleur de ce fantôme, si ce n'est à la fin, on révélera le dos de ce fantôme, et il y a sa couleur qui est cachée évidemment, et tout le long on ne peut faire que glisser les fantômes, donc ne jamais regarder les couleurs des fantômes. D'accord. Alors il y a un petit côté bonto familial comme ça, puisque bien sûr vous allez essayer de piéger les joueurs en déplaçant des fantômes qui ne vous appartiennent pas pour instiller le doute. Vous allez voir que quand tout le monde est en fantôme, ça va arriver très vite puisqu'il y a 2 faces fantômes sur les 6, donc une chance sur 3 qu'il y ait un fantôme, ça arrive toujours au moins arriver là, tout le monde est en fantôme. Et bien vous allez voir que quand une nouvelle face fantôme apparaît, et bien cette fois-ci, on échange des fantômes les uns entre les autres. Et là, le côté bonto, il est encore là pour piéger les joueurs. Et on peut dire aussi, t'es sûr que c'est celui-là, le tien, que t'es en train de monter? Et on a le doute, on fait monter quelqu'un, on se dit mais est-ce que c'est vraiment le mien, celui-là? Ce qui est très malin aussi, c'est que vous allez avoir tendance au début à laisser des joueurs à la traîne, tant pis pour eux, mais non, parce que vu qu'il y a cette phase qui permet d'échanger, si un joueur est trop en retard, il va échanger avec vous et vous allez vous retrouver à la traîne autour. Donc paradoxalement, des fois vous allez aider des joueurs à la traîne dans l'optique que si échange il y a, ce ne soit pas trop complexe pour vous de descendre trop de marches et donc d'hypothéquer vos chances de victoire. Okay. L'escalier hanté, c'est très rigolo, c'est le genre de jeu où on finit et on sait même pas si on a gagné. Et on révèle, on fait ah bah non, punaise, c'est pas mon fantôme, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Éclat de rire des enfants, c'est génial, l'escalier hanté, et c'est de retour, et c'est très très bien. Voilà, le cache-cache des fantômes. Maintenant, il est temps de finir sur un derrière le comptoir assez riche, puisqu'il y a eu beaucoup de retours en stock sur cette semaine. Oui. On commence par ce gros suppositoire pour Cowboy, qui s'appelle Bang, l'édition The Bullet. Donc voilà, Bang, c'est un jeu à identité cachée extrêmement réputé. C'est un jeu qu'on vendait
très souvent, sauf quand il est en rupture, et c'était le cas. Bang revient en forme The Bullet et en forme plus classique, voilà. Ça, c'est fait pour Bang. On a Munchkin qui n'arrête pas, donc 6.5. Wow. Voilà, 6.5, terrible tombe. Je vois pas le jeu de mots cette fois-ci, terrible tombe, je ne sais pas. Des nouvelles cartes pour le Munchkin. On a, celle-là était très attendue, la monstrueuse boîte des monstres pour Harry Potter, un excellent jeu de deck building évolutif, qui va vous prendre en main, qui va vous amener à un niveau d'expertise du deck building. Et évidemment, si vous aviez fini les 7 années d'Harry Potter à Poudlard, vous n'avez qu'une hâte, c'est découvrir des nouveaux personnages, des nouveaux monstres, des nouvelles mécaniques. C'est chose faite avec cette boîte qui était tombée en rupture bien trop longtemps. On continue avec des monstres. Voici Pandémie Cthulhu. Si vous avez envie de dédramatiser un peu le Pandémie qui sonne trop actuellement, eh bien vous avez le Pandémie Cthulhu qui va vous permettre de lutter contre les forces de Cthulhu et qui vont essayer d'invoquer un grand ancien. À vous de fermer les portails. Pas très original quand on connaît Cthulhu, mais c'est super efficace. On retrouve la mécanique de Pandémie, sauf qu'il y a des cartes comme ça qui vont être réveillées au fur et à mesure, qui vont créer des combos de pouvoir. Il est quand même très dur quand les cartes sont contre vous, c'est pas facile. Voilà, on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir invoquer des anciens, etc. C'est très bien fait. Le Pandémie Cthulhu lui aussi était en rupture. Moi, ce que j'attends, c'est le Pandémie de la gloire de Rome. Je fais un petit appel à Damien Basmodé qui regarde cette vidéo. Si tu sais qu'on sort la gloire de Rome, dis-le moi. Et Pandémie Legacy, si vous avez regardé nos vidéos coup de cœur de Noël, il y avait Pandémie Legacy saison 0, parce que on aime le Pandémie Legacy, vraiment c'est exceptionnel. Si vous ne connaissez pas, si vous voulez vivre une expérience unique, proche d'une série télé, avec des rebondissements, votre jeu va évoluer, il va y avoir donc des rebondissements, c'est scénarisé, vous aurez qu'une hâte, c'est continuer à jouer, puisque votre plateau portera les stigmates de toutes vos parties, donc vous n'avez pas droit vraiment à l'erreur, parce que contrairement à un jeu classique, vous ne fermez pas la boîte et hop, on recommencera à 0. Là, vous gardez toutes vos erreurs. Et donc, c'est parfait pour jouer avec un cercle de joueurs, pour vivre des aventures exceptionnelles. Il y a la 0, il y a la 1, il y a la 2. La 1 était en rupture, elle est de retour. Et c'est très bien comme ça. Il y a également du Magic, qui était très attendu. On avait Donjons et Dragons, qui était assez original, puisque c'était une espèce de crossover. On retrouve ici un nouveau lieu de Magic, Innistrad, qui est assez connu des joueurs de Magic. Un lieu pas pour faire la fête, voilà. Pas pour écouter de la techno berlinoise. C'est plutôt pour des morts-vivants, des ghouls, des zombies, des vampires. Et vous avez deux decks, un deck vert-blanc, un deck bleu-noir. Moi perso, je me suis remis au Commander et ce deck-là, je l'ai trouvé très fun à jouer. Si vous voulez un deck très fun à jouer, celui-là est vraiment très drôle. Vous avez des zombies, vous allez les envoyer, les sacrifier. Vous vous éclatez avec plein de cartes, ça tourne super bien. Très agréable le format Commander, puisqu'on peut jouer de 2 à 4 joueurs en Commander, je crois même jusqu'à 6. Donc il n'y a que 2 boîtes pour l'instant. Puisque ça c'est plutôt les loups-garous et je crois qu'arriveront les vampires ou vice versa. Je crois que c'est peut-être ça les vampires plutôt et les loups-garous qui arriveront dans 2 boîtes dans un mois. Et nous avons des boosters que je regarde là, des boosters de draft, des boosters d'extension, mais également du Pokémon. Je vous attrape tout ça. Vous êtes férus de Pokémon, vous demandez où sont les Pokémon. Voilà, il y a 3 boîtes, donc il y a celle-là, puis l'autre que j'ai pas pris. Et on a aussi également, allez hop, je vais aller chercher parce qu'on l'avait pas montré la semaine dernière, on n'est pas arrivé avec un peu de retard. Cette boîte-là, réédition du coffret Zoroark. Une boîte qui était tombée en rupture extrêmement vite. On en a eu pas mal, mais alors ça fond à la vitesse grand V. Donc voilà, fans de Pokémon, vous êtes prévenus. Tout en restant dans les grosses boîtes, qu'est-ce qu'est cette grosse pile à gauche? Oh bon sang, j'ai oublié ça et Jeff m'en aurait voulu. Eh bien, il s'agit des nouveautés chez Warhammer Age of Sigmar. C'est très dur en ce moment d'avoir des jeux Games Workshop. Le Brexit, tout ça, on passe tout ce qui s'est passé. Et donc là, on est content. C'est des jeux peut-être qui auraient dû sortir la semaine dernière, mais on n'a pas tant de retard que ça. C'est vrai. Et donc les humains, les orques, c'est du Sigmar. On va avoir en plus. C'est les 2 grosses factions. Exactement. Et on va les retrouver donc dans une boîte. Comme ça, et on va les retrouver dans des livres, le livre des livres de bataille en fait, très joli, enfin si on aime le style. Livre de bataille orc et livre de bataille orc et livre de bataille humain. Voilà, donc si vous aimez Warhammer, je sais que vous êtes très impatient à chaque fois de nos sorties, que ça met beaucoup de temps à venir. On en est navré, c'est pas de notre ressort, un peu comme toutes les ruptures de jeux de société et comme tous les retards de nouveautés, puisqu'on a appris que Nicodemus, qui devait sortir la semaine prochaine, est reporté au moins d'une semaine, et que Nebula, c'est ça, est reportée elle aussi, malheureusement. Désolé Alex, voilà. Vous savez ce que c'est, il y a des retards, il y a des avancées. Et une avancée pour nous, c'est tout de suite après ce derrière le comptoir que nous allons vous expliquer Seven Wonders Architect. Donc je vous retrouve tout de suite après ça. Et voilà, on se retrouve dans l'arrière-boutique du magasin Jeux des Cartes Bordeaux. Nous venons d'achever notre partie de découverte de Seven Wonders Architect. Donc voici la boîte, vous voyez, assez épaisse, et vous allez comprendre pourquoi. Le matériel est très conséquent. C'est déjà un des premiers points qu'on va noter sur ce jeu, c'est son matériel. C'est-à-dire que
pour arrêter le suspense, Seven Wonders Architect, c'est une version famille de Seven Wonders. C'est une porte d'entrée, ce qu'on appelle les jeux passerelles, sur notre loisir préféré, pour des gens qui n'auraient jamais trop joué. C'est un peu l'équivalent pour nous d'un Aventurier du Rail ou d'un Carcassonne, un jeu porte d'entrée qui va offrir son petit lot de dilemmes, mais qui ne va pas être complexe à appréhender si on le compare à son grand frère Seven Wonders, qui en effet pour des joueurs est facile à prendre en main, mais pour quiconque est animé en festival a déjà vu les yeux de merlan-frit des personnes à qui vous expliquez le jeu Seven Wonders, qui ont toujours ce qu'on appelle une partie crash test, une partie où ils ne comprennent pas grand chose, mais ensuite ils ont envie d'enchaîner, et c'est aussi tout le succès de ce jeu, qui était un jeu passerelle pour un certain type de public, mais là on va chercher des joueurs encore plus familiaux, des enfants, c'est mis à partir de 8 ans, mais on pense aisément que déjà un enfant de 6 ans qui joue déjà d'une famille de joueurs va pouvoir y jouer tranquille, et qu'un enfant de 7 ans va pouvoir y jouer tranquille aussi. Voilà, donc le principe de Seven Wonders Architect, c'est ce matériel déjà qui va vraiment immerger le joueur dans sa partie, puisque si on le compare à son grand frère encore une fois, on a vraiment une merveille en construction, avec les échafaudages, etc. Et là, toi tu filmes ta merveille, qui était au début complètement en échafaudage, et puis évidemment, le principe, le but du jeu, ça n'est ni plus ni moins que de construire entièrement sa merveille. La partie se finit immédiatement dès qu'un joueur a construit sa merveille, et on compte les points de victoire qui, vous allez voir quand même, vont être assez variés pour offrir son lot de petits choix lors de la partie. Maintenant, comment ça va se passer? Vous avez un très beau matériel, je vous le disais, ergonomique. Vous avez une boîte comme ça, chacun va avoir sa merveille qui va être remise. Alors, on peut mélanger comme ça face cachée, puis on les tire au hasard. Sans ça, on peut choisir celle qui nous plaît. Chacune a un peu sa particularité. Dans cette boîte, vous allez avoir la construction de votre merveille, donc un puzzle assez simple, je ne vous le cache pas. Le pouvoir de votre merveille, pouvoir qui va se répéter de temps en temps lorsque vous révélez une tuile de votre merveille, que vous retournez une tuile de votre merveille sur sa face construite. Vous avez, et ça, alors, les gens qui aiment bien, vous savez, un petit peu Dice Forge, ce côté comme ça, beau matériel, bien pensé, ergonomie. Voilà, je vais avoir mon petit paquet de cartes dans mon porte-cartes en plastique. Je vais avoir ma merveille à l'intérieur, et je vais pouvoir tout installer, et je vais jouer en mettant mon paquet de cartes à ma gauche, et chacun va faire ça, si bien que on aura donc le choix avec 2 paquets de cartes, un à notre gauche qui est notre paquet de cartes de notre merveille. Sachez que les paquets de cartes sont asymétriques, c'est-à-dire que les cartes que l'on trouve à l'intérieur d'une merveille ne sont pas les mêmes selon la merveille, et donc il y en a d'autres qui vont être plus guerrières, plus prestige, plus scientifique, plus de ressources, etc. On a donc le choix maintenant avec un paquet à sa gauche, un paquet à sa droite. À noter qu'il y a également un paquet mystère, et puis comme jeu facile à comprendre, un point d'interrogation, ça aide à comprendre que c'est le paquet mystère. Et maintenant, à votre tour de jeu, le plus jeune joueur commence. Il a le choix entre prendre la première carte visible ici, visible là, ou non visible ici. Il va la prendre, la mettre devant lui, et le joueur suivant va jouer. Donc les tours de jeu sont quand même très rapides. On a vu que c'était le genre de jeu qu'on peut jouer en se racontant un peu sa journée, voilà, sans perdre le fil du jeu. Donc c'est le côté agréable aussi qu'a le côté Aventurier du Rail quand vous le jouez un peu en dilettante. Donc il peut être joué en dilettante. On voit aussi qu'il peut être joué en mode plus sérieux, ça c'est, vous le verrez, avec beaucoup de manières de marquer des points malgré tout. Vous allez enchaîner les tours comme ceci, et cette merveille se construit de manière indiquée par votre tuile, en partant toujours du bas et en remontant vers le haut, parce qu'il est logique de ne pas construire d'abord le clocher de ta merveille, et d'abord d'avoir mis tes fondations, c'est logique. Et sur la tuile, il y a le nombre de ressources que vous devez avoir. Voilà, ici tu dois avoir 2 ressources différentes. Il n'y a pas le choix dans Seven Wonders Architect, je récupère une carte, j'ai 2 ressources différentes dans ma cité, immédiatement je retourne ma petite merveille, mon début de merveille, et je défausse les cartes. Donc c'est une autre différence par rapport à son grand frère. On ne stocke pas les cartes, on ne crée pas de moteur de cartes. Ce moteur va sans arrêt s'interrompre, et vous allez sans arrêt devoir repartir sur un nouveau moteur, et donc pourquoi pas changer votre stratégie, parce que des stratégies, il y en a d'autres. Vous n'êtes pas obligé de foncer tête baissée pour construire votre merveille, même si évidemment à chaque fois vous remportez les points de victoire indiqués, et qu'en plus je vous rappelle que chaque merveille est asymétrique et va déclencher un pouvoir. Par exemple, on voit Alex que ici, si tu avais retourné ça, tu pouvais récupérer une carte partout où tu veux, donc tu n'es pas limité par le voisin de ta gauche et ton propre paquet. Tu vas donc avoir aussi le choix avec les cartes scientifiques. Ça vous rappelle quelque chose, des symboles scientifiques. Si vous en avez 2 identiques, si vous en avez 3 différents, immédiatement vous défaussez et vous récupérez dans ce marché-là un des 3 jetons scientifiques révélés, ou un des jetons scientifiques face cachée, le jeton scientifique face cachée sur cette pile. Les jetons scientifiques, il y en a plein, voilà, ça va créer des petits combos, c'est-à-dire que là, si je récupère ça, dès que je joue une carte scientifique, je pioche une carte. On est quand même d'accord qu'il y a un pouvoir de pioche
qui va être un combo de base, hein, mais agréable quand même pour une famille qui va dire ah je joue ça et du coup je pioche une carte. Et ça se trouve cette carte là, elle est une troisième merveille différente qui me permet de construire une partie de ma merveille qui enclenche un pouvoir. Donc de temps en temps on va avoir un petit effet snowball comme ça, comme on appelle ça, ou Candy Crush, qui va être assez satisfaisant pour les joueurs débutants. Les cartes vertes, on l'a fait. Les cartes bleues, c'est très simple. Hein. Les cartes bleues, je prends le deck d'Antoine, ta fin de partie. Voilà, les cartes bleues, on compte les points de victoire. Et vous allez noter l'apparition d'un petit chat sur certaines cartes. Le petit chat, quand vous prenez une carte avec le petit chat, vous prenez le petit chat. Le petit chat vous fait 2 points de victoire à la fin de la partie. Et également, vous offre le luxe, lorsque c'est votre tour, de pouvoir regarder cette fameuse carte mystère et donc d'avoir le choix avec 3 cartes et non pas 2 en toute connaissance. Les cartes bleues, c'est fini, on les additionnera à la fin de la partie. Il y a évidemment des jetons scientifiques qui combattent avec les cartes bleues, qui font 1 point de victoire comme tu avais Alice avec les cartes bleues. Maintenant, parlons de la guerre. La guerre, c'est bien malin, ça n'est pas sans rappeler le petit système qu'il y avait dans Bang, le jeu de dés, puisqu'en fait, on va avoir des jetons de paix, hein, pour l'instant, c'est la paix entre nos différentes cités. Lorsque vous récupérez une carte guerrière, s'il n'y a rien, il ne se passe rien. S'il y a une corne de brume, vous allez retourner un jeton paix sur sa face corne de brume. Il peut y avoir 1 ou 2 cornes de brume, ça c'est possible. Et là, c'est rigolo, vous allez faire le bruit de la corne de brume. Voilà. Maintenant, immédiatement, dès que le 4e jeton guerre est révélé, c'est la guerre. On compare les cartes. Celui qui a plus bouclier que son voisin de gauche marque un jeton. De son voisin de droite, il marque un jeton. Il n'y a pas de perte comme dans son grand frère. Vous ne perdez pas de points, vous ne faites qu'en gagner. Ce qui est quand même malin, c'est que suite à cette guerre, les cartes avec une corne de brume vont être défaussées. Donc il y a 2 moteurs. Il y a un moteur guerrier sans corne de brume qui va rester et qui va s'accentuer petit à petit. Et il y a un moteur corne de brume qui va accélérer la guerre pour prendre de court vos adversaires, mais qui va aussi vous faire perdre des unités dans cette guerre. On imagine qu'on a fait la guerre et puis qu'on a perdu des unités. C'est très thématique. Qu'est-ce qui manque maintenant à vous expliquer? Je crois que j'ai rien oublié. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Je crois qu'on est tout bon. À part que le chat, on peut se le tirer. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu récupères une carte bleue et tu me voles le chat, où qu'il soit. Enfin, tu prends le chat où qu'il soit. C'est la règle qui dit prenez-le où qu'il se trouve. Donc c'est au centre au début de la partie ou devant un joueur, évidemment. Voilà, donc carte rouge, carte bleue, carte verte, carte de production de ressources. Combo avec les jetons scientifiques, 2 jetons différents, enfin 2 cartes différentes, 2 cartes identiques, pardon, 3 cartes différentes, hop, accès à un jeton scientifique. La guerre qui est sympa, sans être punitive, mais qui va rapporter des points de victoire. On additionne tout ça, les points de guerre, les points sur nos cartes bleues, les points scientifiques, les points de nos merveilles, et puis on compte les points, et le meilleur l'emporte, voilà. Une partie en 1 demi-heure, voilà, et en prenant un peu le temps, tranquille, comme ça. Un jeu très réussi pour ce qu'il est, hein, pour la cible qu'il vise. On approche de Noël. Pour nous, on a clairement un public qu'on voit en 2 parties. Vous êtes joueur, vous avez autour de vous des gens qui sont pas très joueurs et vous voulez les mettre au jeu de société. C'est clairement un jeu très agréable pour vous. Déjà à offrir, c'est très joli. Et c'est un jeu qui va être agréable pour vous, qui va pouvoir se jouer tout de suite. C'est clairement un jeu où je pense que l'on peut lancer la partie sans expliquer les règles et en disant tu vois, tu as le choix, tu prends cette carte là ou cette carte là et accompagner les joueurs. Il n'y aura pas de problème, pas ce côté draft de Seven Wonders qui fait qu'on est face à un choix qu'on ne comprend pas sans pouvoir expliquer aux autres quoi que ce soit. Ici, tout est visible, hein, sauf cette carte face cachée, mais qu'on peut voir avec le petit chat. Donc on a clairement un jeu qui va faire plaisir aux joueurs qui veulent faire jouer dans leur entourage. Dans les nombreuses interviews qu'Antoine Boza a données, il expliquait que c'était pour faire jouer sa famille, sa maman, parce que les jeux qu'il faisait, notamment Seven Wonders, semblaient trop complexes. Et c'est vrai que quand on est le nez dans le jeu de société, on pense qu'un jeu est facile. Alors qu'en boutique, on le voit, il y a des gens, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils jouent, par exemple, hein, ça arrive. Donc il faut aussi avoir conscience du niveau des joueurs qui arrivent, et c'est chouette, parce qu'ils sont de plus en plus attirés par le jeu de société qui a connu un gros regain avec la pandémie. Donc un nouveau public arrive, Seven Wonders Architect est là pour ce public. Il y a Noël, pour nous ça sera un jeu à proposer aux gens qui rentrent et ils disent voilà, je joue à des jeux, mais je joue à des jeux de cartes, Uno, etc. Qu'est-ce que vous avez comme jeu un peu conséquent? Mais on va pas leur faire peur avec un Seven Wonders, mais on va les attirer avec un Seven Wonders Architect. Ils viendront peut-être plus tard à Seven Wonders Duel, à Seven Wonders le grand de ce nom. C'est tout à fait réussi, avec un matériel foisonnant, une super belle entrée, et pour nous une belle carte visite. On est fiers de présenter ce jeu parce qu'il n'y a pas à rougir de tout ce matériel, de tous ces petites combos sympathiques où on retrouve nous en tant que joueurs des choses dont on a l'habitude, mais que des joueurs non aguerris vont prendre plaisir à pratiquer. Voilà, Seven Wonders Architect est dispo, alors là je crois vers le 15 octobre, donc c'est pas si loin que ça les amis.
toujours sous réserve d'arriver au dépôt d'Asmodée, évidemment, puisque à Guyancourt, on attend les cartons de Seven Wonders Architect. Donc on espère qu'il sera là, il est attendu, vous savez maintenant exactement ce que c'est, vous savez si c'est fait pour vous ou pas, c'est un peu le but de ces vidéos. Je vais vous retrouver, enfin Alice, tu retrouveras tout le monde la semaine prochaine pour une nouvelle présentation de Nouvelle Contrée, voilà, qui est un jeu qui a énormément buzzé à Vichy où tu te trouvais, hein. Tu parleras aussi de Vichy la semaine prochaine, donc ne ratez pas la vidéo du 1er octobre, et d'ici là, comme le dit le créateur de Trek 12, Bruno Catala et Corentin Lebras, et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.